Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne LesStatsJDR pour une nouvelle vidéo sur les flashbacks en jeu de rôle. Il se trouve que pour ma nouvelle campagne, enfin celle qui est en cours, au nom des pairs, j'ai fait un usage assez important des flashbacks, plus que d'habitude, même si c'est vrai que depuis ma campagne précédente, Les Enfants du Fleuve, j'ai pris l'habitude de les utiliser ponctuellement. Enfin bref, en tout cas je trouvais que c'était un bon moment pour en parler. Il se trouve que la coïncidence a bien fait les choses. Il y a JDRD30 qui a sorti récemment une vidéo sur les flashbacks que je vous invite à regarder. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Et lui-même faisait une réponse à Coup Critique qui apparemment a également fait une vidéo détaillée sur le sujet. Je ne l'ai pas encore regardé, mais je ne manquerai pas de le faire. Alors c'est vrai que le flashback, on va l'admettre, c'est un recours narratif que beaucoup apprécient. Ça donne du style, ça donne du contexte, assez facilement d'ailleurs, sans avoir à le donner subtilement. Ça permet d'ajouter du contenu, ça permet d'ajouter une scène, enfin bref, on aime bien. Mais c'est souvent là que le bas blesse. Le flashback, quand il est utilisé en jeu de rôle uniquement pour un effet de style, ou uniquement pour ajouter une scène ou du contenu, bref, quand il est là que pour la forme, il peut se transformer en piège assez redoutable. Donc sachant ça, la tentation peut être l'effet inverse, de laisser tomber complètement l'idée du flashback, et pourtant, je suis de ceux qui pensent que le flashback peut constituer un outil narratif formidable, mais il faut qu'il y ait du fond, et pas seulement de la forme, sauf si le flashback est très court, mais on y reviendra. Bref, il faut qu'il ait un objectif ou plusieurs objectifs, autres que faire joli. Et donc ça, je vais en parler. Dans cette vidéo, je vais vous parler de deux choses essentiellement, enfin plus que ça, mais on va faire deux parties. La première, je vais vous donner les 3 clés d'un bon flashback, en tout cas celles auxquelles moi je me réfère. Ce sont les 3 piliers que j'ai toujours en tête lorsque je souhaite amener un flashback. Ensuite, dans la deuxième partie, je vous proposerai plusieurs manières d'utiliser un flashback, ou plus précisément, plusieurs raisons pour un flashback d'exister en jeu de rôle. Et ouais, je pense qu'il y en aura 5 ou 6. Et j'essaierai de vous donner en plus des exemples. Alors allons-y, commençons déjà par mes 3 piliers pour construire un bon flashback. D'abord, je pense qu'il faut maîtriser sa durée. Un flashback ne devrait pas être trop long. Ça ne veut pas dire que la durée de flashback ne peut pas être différente, il n'y a pas une durée type, mais il faut maîtriser la durée. Ce qui passionne les joueurs, c'est la perspective de construire un avenir par leurs décisions, par l'impact qu'ils vont avoir. C'est l'inconnu. C'est trop de temps sur un flashback, c'est finalement passer du temps sur une histoire dont on connaît la fin. Surtout si on joue le même personnage dans le flashback et dans le temps présent, évidemment. C'est un peu différent si on joue des personnages différents sur le flashback et sur le temps présent, notamment quand le flashback a trait à une période vraiment très antérieure, une période peut-être historique. Là, c'est encore autre chose. Mais même dans ce cas-là, il faut faire attention, parce que finalement, c'est un peu comme s'il y avait 2 histoires parallèles qui se jouaient, dans ces cas-là, et il y a toujours une histoire que l'on va préférer à l'autre. Et quand on n'est pas sur l'histoire qu'on préfère, on n'attend qu'une chose, c'est de retourner sur l'histoire qu'on préfère. Et c'est pas toujours ce qu'on devrait rechercher narrativement. On le voit souvent sur beaucoup de films ou de séries qui font un usage très important des flashbacks et surtout des flashbacks longs. Parfois, même si le flashback il est bien mené, on peut se dire on n'attend qu'une chose, c'est de revenir à la partie qui nous intéresse. Et souvent, la partie qui nous intéresse, c'est le présent. Alors vous allez me dire, c'est pas toujours le cas, il y a des exceptions. J'ai envie de dire, si le flashback devient la partie qui vous intéresse le plus, alors le flashback devient le présent et le présent devient un flash forward. Donc il y aura toujours une période préférée, à mon sens. Donc attention, un flashback doit être relativement court, ne doit pas prendre trop de temps sur la séance au global. En tout cas, c'est une règle à garder en tête. Il peut toujours y avoir des exceptions, bien sûr. Ensuite, et c'est sans doute pour moi la clé la plus importante, il faut avoir des raisons de mettre en scène un flashback. Il faut que le flashback ait un objectif ou même plusieurs objectifs. Plus il sert d'objectif d'ailleurs, plus le flashback est intéressant bien souvent. C'est le fond en plus de la forme. Il faut essayer de comprendre et de se poser la question de pourquoi on propose tel ou tel flashback. Et d'ailleurs, ces éléments, je vous l'ai déjà dit, feront l'objet de la deuxième partie de la vidéo puisque je vais vous proposer différents objectifs que l'on pourrait avoir pour mettre en scène un flashback. Je pense que beaucoup de flashbacks qui échouent en jeu de rôle, en tout cas qui n'ont pas l'effet escompté, sont ceux qui ont été amenés simplement par effet de style pour mettre un flashback. Troisième pilier fondamental, c'est le fait de comprendre que le flashback est un outil narratif qui vient au service
du présent. Vous savez que j'aime hiérarchiser les choses, je ne m'en cache pas, et je pense que narrativement, le moment du flashback est moins important que ce qui se déroule dans le présent. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, ça ne veut pas dire qu'il faut le balayer, pas du tout, ça veut dire qu'il vient en support. Ce n'est pas lui la star, ce n'est pas le flashback la star de la séance. Le flashback va venir en outil narratif pour magnifier le présent, pour lui donner quelque chose en plus, pour peut-être souligner ce qui se passe dans le présent. Et encore une fois, on va y venir bientôt. Et je pense qu'il faut garder ça en tête. Le parallèle que je fais, c'est à mon avis avec la vision que j'ai des règles en jeu de rôle. J'ai toujours dit que pour moi, les règles, c'était un outil au service de la narration. La narration d'abord, et les règles doivent servir cette narration et la magnifier. Et bien pour moi, c'est la même chose pour les flashbacks, évidemment d'une manière complètement différente, mais c'est son rôle. C'est un rôle de soutien. Et je garde toujours ça en tête lorsque je souhaite proposer des flashbacks. Vous verrez d'ailleurs que je peux dire aussi que le flashback, en plus d'être un support, est là pour faire écho à ce qui se passe dans le présent, à savoir l'histoire entre guillemets principale. Voilà donc mes 3 piliers fondamentaux, mes clés pour un bon flashback. Et ces clés-là, ces piliers, je les garde en tête pour tous les objectifs dont je vais vous parler maintenant. Comme je vous l'ai dit, je pense que pour mettre en place un flashback en jeu de rôle, il faut qu'il y ait une raison, ou plusieurs raisons, pour mettre en place ce flashback. Qu'est-ce qu'on en attend au-delà du fait que ce soit stylé? Je vais vous en proposer quelques-uns, ce n'est bien sûr pas une liste exhaustive, mais bon, il faut bien vous faire une liste pour vous parler de pistes que je peux vous proposer. Le premier type de flashback, ou le premier objectif pour un flashback, c'est ce que j'appelle le retour sur les choix des joueurs. Alors c'est un flashback très spécifique, ça j'en conviens, on ne va pas le retrouver souvent. Qu'est-ce que j'appelle un retour sur le choix des joueurs? C'est un terme un peu bâtard, vous verrez qu'il y en aura beaucoup. Eh bien, imaginez que la séance se termine sur un genre de cliffhanger où les joueurs ont un choix à faire. Ça peut être un choix binaire ou un choix plus complexe, peu importe. Mais au lieu de les laisser choisir maintenant, on décide de mettre fin à la séance pour qu'ils réfléchissent entre la séance et que leur choix soit finalement divulgué, le choix des joueurs, lors de la séance prochaine. On coupe juste avant qu'ils choisissent et qu'ils décident, sur un moment de tension. Pourquoi je vous parle du flashback? Vous allez me dire quel rapport? Eh bien, ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, pas systématiquement, mais lorsque j'utilise un flashback, c'est d'ouvrir la séance qui suit sur une scène qui se déroule quelque temps après la décision qu'ils ont prise, peut-être même en évoquant la décision qu'ils ont prise, en montrant une scène qui se déroule un peu après, sans trop de donner de détails sur cette scène, et je vous dirai après pourquoi. Et là, je sors le bien connu quelques temps plus tôt, et là, dans le flashback, on en revient au moment où on a coupé la séance, la séance précédente, pour que là, ils puissent faire leur choix. C'est ça que j'appelle le retour, le flashback, retour sur le choix des joueurs. Maintenant, pour mettre en place un tel flashback, il faut faire attention. La scène d'intro sur la deuxième séance, donc celle du présent, il faut ne pas trop la décrire parce qu'il ne faut pas risquer de donner des détails qui pourraient être contredits par la décision qui est prise dans le flashback. Vous voyez, ça c'est important, il faut maintenir une cohérence. Donc c'est une description succincte. Ensuite, lorsqu'on fait le flashback, il faut, je pense, que ce soit relativement court et qu'une fois la décision prise, eh bien, le maître du jeu décrit ce qui se passe et assez fermement, assez rapidement, ramène les joueurs au présent sur la scène d'introduction qu'il avait commencé à décrire. Et là, il peut donner plus de détails à cette scène ou, mieux encore, proposer aux joueurs de détailler la scène puisque maintenant, ils savent l'impact qu'a eu leur choix et donc ils peuvent détailler cette scène que l'on voit. C'est important à mon sens, une fois la décision prise dans le flashback, de les ramener tout de suite au présent et de ne pas les laisser eux-mêmes revenir pas à pas vers la scène d'introduction parce qu'ils risquent de ne jamais y arriver tout simplement. Donc là, il ne faut pas avoir peur d'être un peu directif narrativement. Comme ce n'est pas censé prendre beaucoup de temps dans la séance, c'est finalement un petit moment où vous faites autorité narrative d'une certaine manière. Et puis, après tout, vous venez de les laisser prendre une grande décision, donc il n'y a pas de souci à ce moment-là. Je vous donne un exemple. Dans ma campagne précédente dans Les Enfants du Fleuve, c'est un exemple un peu horrible d'ailleurs, ils se sont retrouvés dans une situation où ils devaient décider soit ils prenaient un enfant avec eux, un nouveau-né avec eux pour le sauver, soit ils le laissaient dans la maison
aux mains d'une vieille qui voulait mettre le feu à la maison et que l'enfant meurt. Parce que oui, c'est assez horrible, mais potentiellement il pouvait être démoniaque et donc c'était un peu un dilemme éthique. J'ai coupé la séance à ce moment-là avant qu'ils choisissent. Ils ont pu réfléchir pendant 2 semaines. Et lorsque j'ai ouvert la séance, c'était quelque temps après la décision qu'ils avaient prise. Ils étaient de nouveau sur leur bateau à voguer sur les flots. Description très succincte. Et là, j'ai sorti le quelques temps plus tôt. On est revenu dans la cabane où ils devaient faire le choix. Ils ont décidé de laisser, oui c'est assez horrible, de laisser l'enfant à la vieille. J'ai décrit le fait qu'il fuyait donc la cabane et qu'elle se mettait à brûler. Et très vite, tout de suite, c'est moi qui ai décrit, entre guillemets, une cinématique qui les ramenait au bord du fleuve. Et donc, on est revenu à la scène d'introduction dans le bateau. Et là, je leur ai laissé la main pour décrire toute leur frustration, leur gêne ou tout ce que vous voulez sur la décision qu'ils venaient de mener. Deuxième objectif possible pour un flashback, c'est le donneur initial de contexte interactif, ou un autre terme barbare. Mais vous allez comprendre, parfois on a besoin que les joueurs en sachent autant que leurs personnages sur des événements, sur du contexte, sur des informations importantes, parce qu'ils doivent posséder ces informations tout simplement. Mais donner un maximum d'informations en avant-jeu, ça peut être très lourd. Ça peut même sembler abstrait parce que ça n'a pas été vécu par les joueurs. Donc le fait de jouer une scène flashback qui donne ce contexte, qui donne cette information, soit en exposant les joueurs directement aux événements qui constituent cette information, ou en les laissant dialoguer avec un PNJ ou des PNJ qui, eux, vont leur donner ces informations, sont des moyens de transmettre le contexte nécessaire par le jeu, pour que ce soit à la fois plus plaisant, tout en ancrant encore mieux cette information dans l'esprit des joueurs parce qu'ils auront interagi avec. Ça lui donne corps, ça lui donne une réalité. Je pense que c'est un moyen intéressant, c'est un usage efficace et même stratégique d'une certaine manière du flashback. Je vous donne un exemple dans ma campagne actuelle, dans le premier épisode d'ailleurs, il y avait un joueur qui est un personnage garde royal et j'avais besoin qu'il ait des éléments de contexte sur ce qu'il se disait lors d'événements 13 ans avant que la campagne commence. Et donc, il est dans la salle du trône en tant que garde royal et il assiste au dialogue entre 3 personnages très importants dans cette historique-là, le roi, l'évêque et le disciple de l'évêque. Et ils ne sont pas d'accord sur un sujet. Et là, pour le coup, je vous l'accorde, j'avais scripté un dialogue que j'ai joué moi. Donc, le joueur, il est vrai, a passivement écouté, mais c'est déjà plus sympa de se faire donner du contexte par une interaction qui ressemble, entre guillemets, sans prétention, à du théâtre, plutôt que d'avoir un paragraphe d'écrit qui explique ce que tu sais. Ça, c'est la première chose. Mais une fois l'interaction terminée, et d'ailleurs elle n'était pas très longue, on en revient à mon premier point, à ma clé, attention, maîtrisez la durée de vos flashbacks, parce que être passif pendant des plombes, ça peut devenir pénible dans un jeu de rôle. À la fin de la scène, le personnage se retrouve seul avec le roi se tourne vers lui et lui demande son avis sur ce qu'il vient d'entendre. Et ça, c'est un moyen de quand même faire interagir le joueur dans son souvenir, et en plus de le pousser à se construire un avis sur ce qu'il vient d'entendre. Et ça va vraiment lui permettre d'interagir avec l'information ou les informations qu'il a entendues, en réagissant dessus et en se constituant lui-même un avis qui va le suivre jusque dans le présent, si jamais il est confronté à des événements qui font écho à ce passé. Vous voyez, c'est à la fois plus digeste et à la fois plus efficace, et ça accompagne même le joueur pour qu'il sache traiter cette information plutôt que d'être débordé par elle. Troisième objectif d'un flashback possible, je rappelle que on peut avoir plusieurs objectifs pour un même flashback, je ne le rappellerai jamais assez, c'est le donneur de contexte a posteriori. Alors il est très ressemblant à celui dont je viens de vous parler, excepté qu'au lieu de donner un contexte un peu initial au début d'un scénario ou en début de campagne, c'est un contexte qu'on va donner au joueur via un flashback pour que le joueur ait le même niveau de connaissance que son personnage par rapport à des événements dont on n'avait pas prévu qu'il aurait besoin d'une information supplémentaire. Parfois, ça arrive, d'ailleurs, il faut éviter que ça arrive trop souvent quand même, mais en tant que maître du jeu, on voit ce qui se profile, le joueur prend des décisions et on se rend compte qu'il va sans doute avoir envie de faire telle chose. On trouve que c'est intéressant et en même temps, on se rend compte que le joueur n'aura pas les outils pour complètement faire ce qu'il aura envie de faire. Je vais vous donner un exemple qui va vous aider à concevoir ce que je dis.
Et quand on anticipe une telle chose, il peut être intéressant de créer un flashback qui va donner de l'information au joueur sans que ce joueur sache encore que cette information va lui être pertinente et va lui servir par anticipation. Et comme ça, lorsqu'il est confronté à cette décision qu'il veut prendre, il va se dire bah tiens, finalement j'ai les éléments. Et attention, il faut absolument le faire par anticipation, parce que si jamais le joueur commence à avoir envie de faire quelque chose et qu'il commence à se dire bah non, j'ai pas les moyens de le faire, c'est pas possible, et que là, en réaction, vous lui mettez le flashback, les ficelles sont trop grosses. C'est un peu raté. Alors que si vous le faites en amont, par anticipation, c'est beaucoup plus subtil. Il va naturellement, organiquement posséder cette information et réagir dessus. C'est vraiment un usage stratégique et très spécifique du flashback, mais ça m'a déjà été utile, et assez récemment dans cette campagne. Je vais vous donner un exemple, enfin, je vais vous en parler tout de suite, pour que vous compreniez plus ce que je veux dire. Le joueur a commencé la campagne en étant sur le point de se faire exécuter, parce qu'il avait été capturé pour quelque chose. Il a réussi à fuir parce qu'il y a eu une attaque sur la ville, il en a profité pour fuir. Voilà, en gros c'est ça. Et il se trouve qu'avant d'être capturé, il était avec son frère, qui lui n'a pas été capturé. Donc une fois qu'il fuit, le joueur est convaincu que son frère lui a réussi à rentrer dans la capitale, à quitter cette petite ville et à repartir vers la capitale à la base, en gros. Moi, en tant que maître du jeu, je sais que non. Je sais que son frère a été pris par un autre camp. Même pas les autorités, mais par autre chose. Je sais qu'il ne le retrouvera pas. Néanmoins, j'ai quand même besoin que mon joueur accompagne, puisque c'est le lancement de la campagne, le reste du groupe jusque dans la capitale. J'ai besoin qu'ils aillent là-bas pour lancer un peu toute cette histoire. Donc, je ne veux pas qu'il sache que son frère, finalement, n'est pas rentré. Donc, je le laisse dans l'ignorance et il se dirige vers la capitale. En revanche, je sais pertinemment qu'arrivé dans la capitale, le joueur va se rendre compte que son frère n'est pas rentré et qu'il va vouloir sans doute le rechercher. Et en me projetant comme ça dans ma préparation, je me dis, oui, mais le problème, c'est qu'il n'a aucune piste. Ok, il sait qu'il a disparu dans la ville qu'il vient de quitter. Mais à part ça, il n'a zéro piste pour avoir la moindre idée de où il peut être ou de qui pourrait lui dire où il est. Et je sais que ça va intéresser le joueur. Donc, avant même qu'on en arrive là, j'ai ouvert la séance d'après, avant même qu'il rentre en ville et qu'il découvre que son frère n'était pas rentré, j'ai proposé un flashback, enfin j'ai ouvert sur un flashback, où le joueur, son personnage se trouve dans la cellule, juste avant son exécution, ou quelques jours avant, et il est abordé par un garde, dont le nom est mentionné par un autre garde, donc Frédégard, et le garde lui dit, attention, dès qu'il va se passer ça, juste avant ton exécution, dès que tu vois le tir d'arbalète, ou peu importe, je vous passe les détails, alors fais tout pour fuir, et retrouve-nous à tel endroit, et il n'a pas le temps de lui dire qu'il est interrompu. Pourquoi c'est important qu'il ait été interrompu ? Parce qu'il ne faut pas que cette nouvelle information ait pu changer ce que le joueur avait décidé dans la scène de départ quand il n'avait pas encore l'information de ce flashback. Il ne faut surtout pas que ça rentre en percussion. Il ne faut pas que le joueur se dise, tiens, ben maintenant tu m'as donné ce flashback, donc mon personnage savait, j'aurais jamais fait ce que j'ai fait si j'avais su ça. Il faut éviter de rester dans ce contexte-là. Donc c'est pour ça que là, ça n'a pas d'impact. Ça ne change pas la décision du joueur de rentrer en ville. C'est un flashback qui donne un contexte. Le joueur n'y a vu que du feu. En revanche, quand il est rentré en ville et qu'il a compris que son frère n'était plus là, ben là, soudainement, il avait une piste. Parce qu'il sait qu'il y a un garde, en tout cas un prétendu garde, qui s'appelle Frédégard, qui lui a dit qu'il allait pouvoir être libéré et qu'il était rentré en contact avec son frère. Donc il sait qu'il peut retourner dans la petite ville et chercher un Frédégard. Et c'est ce que lui et un autre joueur ont fait. Et ça a mené à quelque chose de très très intéressant qui a encore des impacts aujourd'hui. Par l'usage de ce flashback. Quatrième possibilité, quatrième objectif d'un flashback, c'est la création de vrais souvenirs. Les éléments de background, donc d'historique d'un personnage sont une chose, ils sont intéressants, mais bon, quand ils sont écrits sur une feuille de papier ou sur un OneNote ou un Word, ils n'ont pas été vécus. Et lorsque la campagne ou un scénario a vocation à faire ressortir des éléments de l'histoire d'un personnage, pour que ce soit personnel et viscéral comme j'aime le dire, jouer des flashbacks sur des moments clés et structurants de l'histoire d'un personnage peut être utile à plus d'un titre. Parce que le joueur va vraiment vivre les moments structurants de son histoire. Et avant de détailler tout ça, je vais vous donner un exemple et je vais m'appuyer sur cet exemple. Sur ma campagne actuelle,
j'ai une joueuse qui a gardé le même personnage que sur la campagne précédente, les Enfants du Fleuve. Sur la campagne précédente, à un moment, donc, elle a été adoptée par une famille de battleurs, et ces battleurs ont été massacrés dans une clairière. Je vous passe les détails, tout ça lui a été raconté. En fait, je lui ai dit que ça s'était passé, on s'est mis d'accord, peu importe, ça n'a jamais été joué. Dans la nouvelle campagne, des choses peuvent revenir, j'ai choisi, parce que j'ai fait un usage assez important de flashback, comme je vous le disais, de la mettre en scène. Cet élément structurant, dans la famille de battleurs, jusqu'au massacre, j'ai voulu qu'elle joue cette scène. Ça a été utile à plus d'un titre. Déjà, ça lui a fait vivre ce moment terrible pour son personnage. Donc, c'est devenu un souvenir pour la joueuse. Ça a créé un attachement personnel plus fort à cet élément, qui a pris corps. Il s'est vraiment passé en jeu, il a été joué. Donc, il y a un souvenir à la fois dans l'esprit du personnage, mais également dans l'esprit du joueur. Donc ça, c'est très important. En plus, ça a permis de donner plus de détails, parce que avant le massacre, je lui ai permis d'interagir dans son souvenir avec des personnages qui jusque-là avaient été effleurés. Donc elle a pu leur parler, interagir, ça leur donne corps, et en plus quand le massacre intervient et que ce sont ces gens-là qui spécifiquement meurent, ils ont un nom, il y a eu une interaction avec eux, ça a beaucoup plus d'impact émotionnel. Et puis on pourrait se dire que évidemment sur les fondamentaux, le flashback ne peut pas changer complètement par rapport à l'histoire qui a déjà été définie. Forcément, les fondamentaux doivent rester, le massacre doit avoir lieu bien évidemment, et son personnage à elle doit en réchapper, sinon ça n'a plus de sens. Donc elle sait que elle va jouer ça avec quelques contraintes narratives, et elle va devoir jouer le jeu, on y reviendra sur cet aspect liberté, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune surprise, parce qu'il y a certains détails qui n'ont pas été décrits, sur comment ça s'est passé ce massacre, où elle était au moment où il y a eu le massacre, qu'est-ce qu'elle a essayé de faire, on peut jouer une scène d'action, et on ne sait pas exactement comment s'est passé le massacre, le contenu, lui, va se jouer. Donc on va quand même créer quelque chose par le jeu, c'est pas seulement une rétrospective, c'est pas seulement copier un souvenir, on va le jouer, et autant les fondamentaux peuvent pas être changés, autant les détails peuvent se créer quand même par le jeu. Alors évidemment, et c'est là où je vous le conseille, lors d'un tel flashback, il faut quand même baliser, il faut que chacun joue le jeu, évidemment, le but est que ça se passe dans les grandes lignes quand même, comme ce qui a été décrit, et donc il faut baliser, ne pas laisser trop de liberté au joueur, le guider pas mal dans le flashback, c'est pour ça encore une fois, on en revient toujours à ça, il ne faut pas que le flashback soit trop long, parce qu'on ne veut pas que ça devienne, que le dirigisme prenne trop de place, même si là c'est pas un dirigisme strict. Et pour le joueur, ça peut être un moment quand même où d'une certaine manière il respire, il y a une pression en moins. Là, ses actions, ça va pas avoir un impact colossal, il peut un peu relâcher la pression et prendre plaisir à évoluer dans son souvenir. Ça peut aussi être plaisant, encore une fois, du moment que ça ne dure pas des heures. Cinquième objectif possible d'un flashback, c'est ce que j'appelle l'écho au présent. Ça rejoint un peu le donneur de contexte a posteriori, que j'ai pris le temps de vous décrire, à ceci près que là, l'objectif n'est pas tant de donner de l'information, mais de faire un écho symbolique à des événements que l'on anticipe, qu'on se doute qu'ils vont arriver, notamment parce que peut-être le joueur a mis en place des choses ou a décidé de tenter quelque chose. Encore une fois, hein, il y en a qui vont me dire « Ah, si on anticipe, c'est que c'est dirigiste ». Non, je balaye cet argument. Anticiper, déjà, ça ne veut pas dire que ça arrivera. Ça ne veut pas dire qu'on doit le forcer si finalement on se rend compte que non, ça n'arrivera pas. Et puis parfois, il faut un petit peu arrêter l'hypocrisie. Quand un joueur vous dit clairement qu'à la prochaine séance, il va tenter quelque chose, vous savez qu'il va le faire. Et ça serait idiot de ne pas le prendre en compte sous prétexte qu'on n'anticipe rien parce que le joueur est extrêmement libre. Non, parfois on peut quand même anticiper. Je pense que ça fait partie du rôle du maître du jeu de savoir anticiper certaines choses, justement parce que ça peut permettre, par exemple, de mettre en place une petite ristourne scénaristique qui est le flashback écho au présent. Et donc qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, c'est en anticipant quelque chose qui risque de se passer parce que le joueur va dans cette direction, on le sent bien, c'est d'apporter un élément de flashback qui fera écho à cet élément qu'on anticipe et qui va se produire. Je vous donne un exemple qui va être très clair pour vous, à mon avis, pour comprendre de quoi je parle. Sur ma campagne actuelle, encore une fois, je vous ai dit que je faisais un usage des flashbacks assez important. J'ai un joueur qui a décidé justement qu'il avait envie de se faire embaucher dans la garde de la capitale, de la ville. Donc ça, vous voyez, c'est le joueur qui a décidé.
il a réussi à entrer en contact, il a fait tout ce qu'il fallait, parfait. L'heure du test approche. Et moi je sais qu'il va avoir un test, donc un combat avec des épées en bois, contre un personnage, un PNJ qu'ils connaissent d'une campagne précédente. J'ai envie de le faire ressurgir et je sais que c'est quelqu'un qui peut donner du fil à retordre. Et qui a toutes les chances pour que mon joueur ne gagne pas. C'est possible, mais ça va être difficile. Et ce n'est pas grave, car l'idée n'est pas tant que le personnage, que le joueur gagne, mais qu'il fasse preuve de volonté et se relève malgré la correction qu'il va recevoir si jamais effectivement il ne gagne pas. Ma référence est la scène du dernier samouraï quand Tom Cruise se fait tabasser et malgré tout se relève avec cette musique épique. Bref, je trouve ça excellent. Et je me suis dit, ça va faire une bonne scène. Si jamais il ne gagne pas effectivement. Et c'est le joueur qui se dirige de toute façon vers cette scène puisque c'est son objectif de se faire tester pour rentrer dans la garde. Eh bien, avant d'en arriver à ce moment qui, je le savais, allait arriver, j'ai ouvert une séance avec un flashback où le personnage du joueur, bien des années auparavant, est en train de s'entraîner dans la famille chez laquelle il était, enfin peu importe, avec un autre PNJ qui lui sert d'opposant. Il se fait battre, il tombe à terre, son opposant bien sûr et son instructeur donc le relève et lui dit: souviens-toi, ce qui compte, ce n'est pas forcément de gagner, c'est de te relever quoi qu'il en coûte. Ça, vous voyez, c'est un écho à quelque chose qui va arriver. Il se trouve que finalement le test n'a pas été fait, on n'a pas eu le temps dans la même séance, il a été fait une séance plus tard, mais c'est pas grave, parce que justement, le flashback avait été mis et il a fait écho, et ça m'a permis, pendant la scène où en plus effectivement le joueur prenait la décision de se relever quoi qu'il en coûte, ça c'était vraiment le joueur qui décidait ça, il y arrivait tellement bien que j'ai décidé de lui rappeler ce flashback et donc cette mémoire se superposait à la réalité. Et ça a bien marché parce que j'avais déjà mis en place le flashback. Si je ne l'avais pas fait et que j'avais superposé ce souvenir que je créais sur le fil à ce moment-là, ça n'aurait pas eu du tout le même impact. Là, ça faisait référence à quelque chose qui avait été fait avant, d'où l'importance de l'anticipation. En fait, l'idée, c'est que le joueur, lui, ne sache pas au moment du flashback que ce flashback va faire écho à quelque chose, ni à quoi. Sixième et dernier objectif possible, parmi sans doute bien d'autres, d'un flashback, c'est l'explication d'un in media res. Alors c'est très spécifique, et je vais vous dire ce que c'est. On aime bien parfois, enfin, même moi j'aime beaucoup, faire commencer une campagne ou un scénario in media res, c'est-à-dire dans l'action sans qu'on sache réellement pourquoi on est là. Et puis après on dit le quelques temps auparavant pour expliquer. Et là il y a deux manières de le faire, sans doute plus, mais en tout cas j'en vois deux. Il y en a une qui est tout à fait acceptable et l'autre qui est un piège mortel pour le maître du jeu. La première manière, c'est de faire la scène in media res, dire quelques temps auparavant, montrer un flashback qui va être une scène assez maîtrisée, assez balisée, comme par exemple un employeur qui donne la mission qui a mené à ce moment in media res. Et une fois la scène terminée, le maître du jeu ramène immédiatement avec autorité le joueur ou les joueurs sur la scène in media res, enfin, du présent, pourquoi pas même à la fin, sans les laisser évoluer jusque-là. Et là, c'est tout à fait acceptable, c'est un effet de style très intéressant, ça apporte pas un contexte formidable, mais une fois de temps en temps, ça peut être bien. Et puis, il y a le piège mortel, à mon sens, c'est de partir du in media res, de faire un flashback, et de laisser les personnages jouer et rattraper eux-mêmes le moment du présent, en espérant qu'ils vont y arriver. Parce que alors là, si vous vous rendez compte qu'ils ne prennent pas les bonnes décisions pour retourner au moment que vous avez mis en introduction, soit vous allez devenir extrêmement dirigiste pour que ça arrive quand même, soit vous allez les laisser libres et ils vont jamais revenir à cette scène d'introduction et ça perd en cohérence. Et là, c'est un peu le château de cartes qui s'écroule. Il y a sans doute des exceptions, on peut sans doute très bien mener ça, mais de manière générale, à mon avis, c'est une méthode qui invite à une très grande vigilance. Voilà, vous l'avez compris, je pense que les flashbacks peuvent constituer un outil narratif formidable, un moyen de donner du contexte de manière digeste aux joueurs. Ça peut leur permettre également de créer de vrais souvenirs en adéquation avec ceux de leur personnage, avec un vrai attachement émotionnel à ces souvenirs. Mais
Il ne faut pas non plus saturer toute la partie flashback, saturer toute la partie justement avec ces recours scénaristiques. Et surtout, il faut toujours mettre en scène les flashbacks avec un ou plusieurs objectifs narratifs en tête, et en aucun cas les utiliser sans but par pur effet de style, sauf s'ils sont vraiment très courts et usés de manière ponctuelle. Voilà, j'espère que ce détail sur le flashback en jeu de rôle vous aura plu, vous aura inspiré. N'hésitez pas à me dire comment vous utilisez vous les flashbacks en commentaire. Et puis si ça vous a plu, évidemment, abonnez-vous à la chaîne. Venez nous rejoindre sur le Discord pour poursuivre la discussion. Et à part ça, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.